Bienvenue ici présent dans la conférence Educate et pour cette session pratique qui va commencer dans un instant. Alors, je me présente, je m'appelle Carmel Boïka, je suis infirmière psychiatrique spécialisée en santé mentale. Je travaille à Bruxelles et aujourd'hui, je viens co-animer cette session avec le docteur Jacques Leroy, qui est juste ici présent. Donc, je suis également porteuse du projet Lisungi Nabomoto, qui signifie soutien avec humanité en Lingala. C'est un projet qui promet la santé mentale en RDC et dans les diasporas africaines. Maintenant, je vais laisser la parole au docteur Jacques Leroy qui va commencer. Et, comme ça, j'ai pas besoin de. Il y a un micro. Il y en a. Okay. Il y en a. C'est fait. Okay. Oui, c'est caché. Bon, mon nom c'est Jacques Leroy. Je suis psychiatre depuis de longues années. J'ai beaucoup travaillé à côté de mon travail ici en Belgique et aux Pays-Bas, dans des pays surtout subsahariens, pour le développement de la santé mentale, en tant que formateur, en tant que superviseur ou même consultant pour des équipes, aussi pour des régions, et à la mise en place de l'intégration des soins de santé mentale dans le service public et au niveau primaire en particulier. Donc c'est une politique qui est donc vraiment orientée à approcher la santé mentale beaucoup plus largement que la psychiatrie et qui vise la santé mentale et le soutien psychosocial auprès de personnes de la population qui a un accès beaucoup plus accessible aux soins dans un système qui est organisé au niveau primaire et avec la communauté. Je pense qu'aujourd'hui, on aura deux présentations qui rejoignent cette question, en tout cas ce type de modèle. Et voilà, je pense qu'on peut commencer avec Dr Mifundu, qui est avec nous et qui nous rejoint à partir de Kinshasa. Dr Abraham Mifundu est un neuropsychiatre qui est doctorant à l'université de Kinshasa. Il travaille au centre de psychothérapie, de centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa, où il est maître de stage et chef de service. Ensuite, il a été ancien chef de division technique du Programme national de santé mentale et actuellement, il consulte aussi dans plusieurs projets qui ont été initiés, entre autres, à partir d'ici, avec l'appui du pouvoir national. Voilà, je pense que la thématique, donc, elle a été affichée, approche et action visant à garantir que l'aspect de la santé mentale dans le développement des enfants et des jeunes touchés par les conflits armés ne soit pas négligé. L'expérience de la RDC. Abraham. Oui, bonjour Jacques, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais on ne te voit plus. Vous m'entendez? Je peux commencer? On ne te voit plus. Je suis là, moi. Je peux commencer? Mais c'était très noir. C'était très noir là, tout à l'heure. Vous êtes noir, mais c'était... Vous dites? OK. Bon, commençons. Je peux commencer? Voilà, allez-y. Oui, merci beaucoup. On peut me faire passer la deuxième diapositive. En fait, la RDC, mon pays, traverse une situation de polycrise liée essentiellement aux guerres, aux catastrophes naturelles, aux situations d'épidémie et d'endémie, mais aussi à la situation socio-économique et politique assez difficile qu'elle traverse. Et cette situation se complique souvent, et surtout dans sa partie est, par la déscolarisation des enfants et des élèves et des jeunes. Il y a la destruction des structures tant sanitaires que scolaires. Il y a des déplacements massifs de population. Par exemple, il y a 6 millions de populations qui se sont déplacées vers l'Est, soit à l'intérieur du Congo ou même à l'extérieur du Congo. Diapositive suivante. Et cette situation s'est aggravée par l'émergence de nouvelles catégories d'enfants et de jeunes
qui sont touchés par les conflits, notamment des enfants déplacés, euh, des enfants euh, réfugiés, des enfants qui sont atteints de nouvelles maladies comme la, comme l'Ebola. Il y a des enfants victimes de violences sexuelles et des enfants en situation de rue, voire même ceux qui se consomment, ceux qui s'abusent à la consommation de substances psychoactives. Bref, il y a toute une litanie d'enfants qui résultent, de nouvelles catégories d'enfants qui résultent de cette situation de polycrise. Et il y a 3 programmes nationaux de santé qui viennent en réponse à cette situation. Et ces 3 programmes, ce sont c'est essentiellement le programme national de santé mentale, qui est le leader, le programme national de santé de l'adolescent et le programme national de santé scolaire et universitaire. Alors, tous ces 3 programmes recommandent à ce que les actions de santé mentale et de soutien social euh, servi à ces enfants soit nécessairement holistique, multisectoriel et stratifié, mais aussi que ça puisse respecter aux conditions de référencement pour assurer la continuité des soins. Alors, nous allons vous partager cet après-midi des expériences qui finalement illustrent l'application de ces stratégies promises par ces 3 programmes. Le premier cas, c'est celui dans lequel on fournit les soins de santé mentale et le soutien psychosocial aux élèves, mais aussi nous ferons un petit bond chez les jeunes. Alors, comme vous le voyez, en fait, il y a le programme national de santé scolaire et universitaire, par le biais de son bureau santé mentale, organise dans des écoles de comités de santé scolaire. Ces comités de santé scolaire euh, sont appelés à assurer dans les écoles de soins préventifs et de soins promotionnels. Et dans la communauté, leur action est relayée par les comités de parents d'élèves de cette école-là, de l'école concernée. Mais à côté de ces comités scolaires de santé, il y a il y a création des dispensaires scolaires dans les écoles et les dispensaires, lui, s'occupent plus spécifiquement des soins de santé, y compris les soins de santé mentale et de soutien psychosocial. Il est assuré par un personnel fixe et qui est appuyé par des psychologues qui sont affectés par le programme national de santé scolaire et universitaire. Et quand jamais, si jamais le dispensaire est dépassé par les cas, eh bien, il les réfère dans les structures spécialisées formelles. Mais aussi, ces dispensaires sont ouverts, ont la possibilité d'offrir des soins à la communauté. Mais si cette situation se passe en temps normal, ce sont des structures pérennes, formelles, eh bien, en cas de crise ou de polycrise, eh bien, la santé des enfants, la santé des élèves est prise au même moment que les autres enfants dans des camps de réfugiés, dans des sites de traitement. Et là, ils sont pris en charge dans des structures bien spécifiques qu'on appelle des espaces amis pour enfants, pour les jeunes et aussi des espaces temporaires d'apprentissage, pardon, pour les enfants d'abord et pour les jeunes dans les espaces temporaires d'apprentissage. Voilà, on peut passer à la diapositive. Alors, le deuxième cas, c'est un cas assez particulier, c'est celui d'un projet d'offre de soins de santé mentale et de soutien psychosocial, mais ici particulièrement aux enfants en proie à la situation d'addiction. En fait, c'est un projet dans lequel nous avons beaucoup participé, qui a été mené dans un centre d'hébergement qu'on appelle PEX. C'est un centre d'hébergement des enfants de la rue. Et ce qui est assez particulier, c'est que ce projet, assez spécifiquement, a fait intervenir 3 catégories d'intervenants. Les enfants eux-mêmes, qui ont pris une part assez active au projet, et les enfants, au début, en fait, ont défini leur objectif des activités qu'ils devaient mener avec la participation de leurs éducateurs
Et cet objectif-là, ils l'ont qualifié, ils l'ont appelé les rêves communautaires de l'ONG. Et les rêves communautaires, c'était de vivre dans un monde sans drogue. Et après la définition de cet objectif, ils ont défini dans un second temps, peut-être diapositive suivante, avec l'aide toujours de leurs éducateurs, eh bien, un plan d'action. Et ce plan d'action où ils ont défini qu'est-ce que réellement ils devaient faire au cours de ce projet, qui devait mener cette activité et ça devait se faire, dans quel horaire, dans quel temps ça devait se faire et dans quelle mesure ça devait se faire. Bref, ils ont défini un projet comme on a l'habitude euh, de les définir. Et après avoir défini ces projets, ils l'ont mis en œuvre. Et la diapositive suivante, eh bien, vous allez voir, par exemple, ici, ils ont réalisé des activités qui leur ont permis de renforcer leur capacité de vie. Et dans le deuxième image, vous voyez qu'ils sont en train d'animer une causerie éducative, psychoéducative, avec l'aide de leur éducateur social. Mais aussi, ils ont réalisé, ici c'est dans la rue, ils ont réalisé en pleine rue, en faveur d'autres enfants de la rue, des séances de sensibilisation animées par leurs pères éducateurs et supervisées par leurs éducateurs sociaux. Est-ce qu'on peut voir la diapositive suivante? Alors, à côté d'eux, il y a une catégorie d'intervenants, c'était l'équipe spécialisée à laquelle j'ai appartenu. Cette équipe a permis de déposer les diagnostics de la situation et a permis de catégoriser les enfants en fonction des besoins d'aide qu'ils nécessitaient. Et ils ont aussi nous avons formé 3 éducateurs et 3 pères éducateurs à l'offre du conseil minimum. Et dans la mise en œuvre de ce projet, vous verrez à droite, eh bien, pendant toutes les activités, tout le monde pouvait identifier les cas. Et quand les cas étaient identifiés, les conseils minimums étaient assurés par l'éducateur, les 3 éducateurs qui étaient formés et les 3 pères éducateurs. Sinon, quand ils étaient dépassés, eh bien, ils envoyaient le cas, ils adressaient les cas chez le psychologue. Et toujours, toutes les actions se passaient localement. Et les psychologues, lui, fournissaient des interventions d'aide psychologique, soit collectivement, soit individuellement. Et quand il appréciait que l'évolution était satisfaisante, eh bien, il est contre-référé au niveau de la base. Et si jamais il trouvait que la situation le dépassait était dans ses limites, eh bien, il est référé au neuropsychiatre et les neuropsychiatres, toujours localement, et leur offrir les soins spécialisés en fonction du besoin de l'enfant. Et quand il appréciait que l'évolution était satisfaisante, eh bien, il contre-référait toujours à la base. Et si jamais, dans 2 cas, il avait été dépassé, eh bien, ce qui nécessitait des soins un peu plus spécifiques dans un milieu bien fermé, eh bien, il avait référé 2 cas au niveau de structures spécialisées. Mais il y a une troisième catégorie qui était il y a une troisième catégorie, c'est la famille. La famille a joué un rôle assez important parce que l'objectif, c'était l'insertion. Et il y a eu 3 enfants qui ont déjà contacté, qui avaient déjà établi de bons contacts avec la famille. Et il y a eu 2 qui étaient réinsérés, et dont un était réinséré dans une activité génératrice de revenus. Merci beaucoup. Alors, on a du temps pour quelques questions de clarification, parce qu'en fait, Dr Mifunda a été très vite et peut-être il y a des questions que vous aimeriez pour clarifier un peu ce qu'il vient de dire. Parce que, tout à l'heure, dans la question-réponse, on a de temps pour une discussion plus élargie. Qui a peut-être une question? Alors, un instant, j'arrive. Ah, parfait. Tant mieux.
Oui, bonjour. Je voulais demander si ces enfants dans la rue étaient considérés comme des enfants sorciers et que c'est la raison pour laquelle ils sont dans la rue. Merci. Est-ce que vous avez compris, docteur Mifundo? Oui, j'ai compris. Euh, Effectivement, si dire peut-être la majorité, c'est trop, mais la grande partie d'enfants étaient qualifiés sorciers, et surtout que la consommation de substances psychoactives en plus de la consommation de substances psychoactives, il présentait des comportements qui étaient très, très, très mal appréciés par la communauté. Mais nous, en tant qu'équipe d'intervention, nous savions que c'était en fait la qualification d'enfants dits sorciers, c'était quelque chose de culturel, de circonstanciel et qu'il n'était pas question. Mais sinon, pour la communauté, c'était des enfants qui étaient des enfants sorciers. Eh bien, on va prendre encore une question. Puis comme ça, on peut passer au deuxième cas, si vous le Il y a permettez. 2 questions de clarification. OK, C'est tout. encore 2 questions alors. Vous Oui, et vous, monsieur. très rapidement. Donc, vous avez travaillé avec les communautés et la famille. Et moi, j'aimerais un peu savoir concrètement comment vous avez mis en place ce travail de sensibilisation face aux addictions des jeunes et comment vous avez travaillé sur ces normes justement socioculturelles qui sont des barrières pour la réinsertion. Merci. OK. Euh, En fait, comme vous venez de le voir, les acteurs majeurs, c'était les enfants. Et les enfants, au niveau de la structure de prise en charge, euh, ils étaient préparés par l'équipe dans le cadre de la préparation de l'activité qu'ils devaient réaliser dans la communauté. Par exemple, euh, les lieux de concentration des enfants de la rue, dans la rue, donc en dehors des centres, dans la rue, étaient bien connus. Eh bien, il y avait d'abord une période de sensibilisation par eux, parce qu'eux-mêmes avaient déjà vécu dans la rue. Ils connaissaient l'organisation de la rue où il y a des leaders et qu'ils avaient déjà contactés. Et finalement, ceux qui étaient désignés en fonction du plan d'action qui était préparé descendaient avec un ou deux éducateurs et c'est eux qui animaient. Et d'ailleurs, le message était mieux perçu parce que c'était des gens qu'ils connaissaient déjà, avec qui ils avaient vécu dans la rue et qui venaient vers eux. Et la deuxième stratégie, c'était la recherche, les tracings de parents. On a retracé les enfants qui étaient euh, dans la maison d'hébergement et on a recherché des parents. On a retrouvé, par exemple, pour les trois, pour qui on a retrouvé le parent, on a sensibilisé les parents et les parents ont commencé à fréquenter les centres et on a commencé, autant on leur parlait des avantages d'avoir leurs enfants, autant on leur parlait de la consommation de la drogue aussi. Eh bien, donc on a préparé avec les parents des retours, de la possibilité de retour de leurs enfants en famille. Et comme vous le savez, ce sont des enfants qui avaient été qualifiés pour la majorité de sorciers. Donc les parents redoutent qu'une fois rentrés, est-ce qu'ils pouvaient changer euh, assez facilement leur comportement. Mais des entretiens qu'on a eus avec eux, euh, il y a les psychologues, quand c'était nécessaire, parce que certains parents étaient traumatisés eux-mêmes aussi d'avoir quand même un enfant qui est dans la rue, qui passe un temps dans la rue et qui a des comportements qui ne sont pas assez normaux. Même eux-mêmes, les parents aussi, avaient bénéficié de certaines séances d'accompagnement. Bon, Donc, on a on accompagné s'arrête et les peut-être enfants. tout à l'heure, non, tout à l'heure, peut-être reprendre dans la discussion. Euh, vous aviez une question de clarification, la dernière? Oui, Quelqu'un derrière? oui, vas-y, oui, ça va. Oui, merci beaucoup. Dans la famille, est-ce que un retour à l'école est aussi envisageable?
si dans la famille, le retour à l'école était envisageable. C'est ça la question, si j'ai bien compris. Oui, Eh c'est bien, certains enfants, déjà à partir de la structure de prise en charge, étaient déjà réinsérés dans les écoles. Et quand les enfants étaient réinsérés, eh bien, ils gardaient les contacts pendant les 6 premiers mois avec la structure et il y a un éducateur qui passait à l'école et qui avait des contacts avec les parents dans le cadre de suivi. Donc ça, c'est possible. Voilà, on va maintenant passer à la seconde présentation. Merci beaucoup, Dr. Mifundu, et tout à l'heure, vous restez connecté. Hein. OK, merci. Voilà, je présente deux personnes. Madame Véronique Kranenbroek et Kathleen de Kerkhoff. Voilà. Vous allez faire vous-même ensemble cette présentation. Véronique est co-directrice de l'association WAPA International. Elle va vous expliquer en quoi ça consiste. Et Kathleen de Kerkhoff est cofondatrice et présidente de l'association qui s'appelle Les Enfants de Panzi et d'ailleurs. Voilà, je vous donne la parole parce que, donc voilà, le texte, comment dire, le thème, hein, c'est l'accueil des personnes, des jeunes traumatisés par différentes formes de traumatisation, violence, etc. Voilà. Merci, Yag. Merci. Bonjour à tout le monde. On a un sacré défi aujourd'hui qui est de vous présenter deux Good afternoon. We have two organizations and we have only 10 minutes, so we are going to talk very quickly and we won't be able to enter into the details. Unfortunately, in 2015, Dr. Mukwege, and I think that you have already met him, encountered a new problem. The fact that basically he had children who were younger and younger, and they had been, for instance, raped by an armed militia, and he could repair them. Well, we don't like the word repair, but he could, well, surgically intervene, but afterwards he was obliged to send them back. Aucun suivi psychologique et que ces enfants seraient probablement rejetés par la famille, la communauté et n'auraient plus d'espoir d'avenir, récupérés éventuellement par les bandes armées. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, on a rencontré le docteur Mukwege en 2015. J'étais avec 3 autres personnes et qu'on a créé l'association les enfants de Panzi et d'ailleurs, dans le but d'apporter un soutien psychosocial à ces enfants sur le modèle de prise en charge holistique de Panzi, mais dans les villages. Et donc, on est allé dans les villages et comme un enfant ne vient jamais seul, il n'était pas question d'aider cet enfant au niveau psychologique sans pour autant aider la famille, aider la communauté et même aider les enseignants au niveau de l'école. Donc, on est intervenu avec une nouvelle méthodologie de prise en charge qui est composée de thérapie individuelle, de thérapie de groupe selon la méthode de Genberg, qui est la thérapie par le jeu, parce que ça permet de prendre un grand nombre d'enfants, parce qu'on avait plus de 50 enfants à prendre en compte, et qui permet aussi de mélanger les enfants victimes avec les enfants du village. Et on est intervenu avec des campagnes de sensibilisation et de prévention. L'image n'est pas là. Oui. Peut-être l'image, vous pouvez passer à l'image vous... Non, moi je ne peux pas, mais voilà. Ouais. Avec des campagnes de prévention et de sensibilisation auprès des communautés et auprès des enseignants. On en dira un peu plus tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Véronique Kranenbroek, je représente l'association WAPA International qu'on a fondée avec ma collègue Solveig Vinamon en 2013. Le but de cette organisation était vraiment de venir assister de venir soutenir la réintégration des enfants soldats après qu'ils aient été enrôlés dans les forces et groupes armés. Ça, c'était vraiment très important et cette réintégration, évidemment, se fait de manière familiale mais aussi communautaire. Pour notre système de fonctionnement, on collabore avec des partenaires locaux dans les pays affectés par les conflits et on finance et on collabore à l'élaboration de ces programmes de réintégration.
Ici en Belgique, on mène également des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer sur cette thématique particulière qu'est le recrutement des enfants dans les forces et groupes armés. Et voilà, et on lutte pour mettre fin à ce fléau. La raison pour laquelle on a cette approche conjointe avec EPA, c'est qu'on s'est rendu compte que nos groupes cibles étaient quand même assez semblables. Il y avait un grand effet d'intersectionnalité entre les enfants soldats, donc recrutés volontairement ou involontairement au sein de forces et groupes armés, les enfants victimes de violences sexuelles et les enfants nés du viol. Donc pour les enfants victimes de violences sexuelles en contexte de guerre, on parle principalement des filles et des garçons exploités, agressés, instrumentalisés par des groupes armés pour briser les communautés et asseoir leur domination. Quand il s'agit des enfants du viol, on parle surtout des enfants issus de violences sexuelles utilisés comme arme de guerre contre leur mère. Alors, c'est vrai que nous, on avait fait le constat que... On avait fait le constat que les jeunes filles qu'on avait dans les centres étaient toutes victimes de violences sexuelles et donc mettaient quasi toutes naissance à des enfants nés du viol. Et on avait observé toute une série de symptômes qu'il fallait adresser de manière très professionnelle. Et donc, on a souhaité faire appel à Enfants de Panzi et d'ailleurs, qui avait cette expertise en ce qui concerne la traumatologie des enfants dans ces contextes de conflits armés. On pense au traumatisme vicariant, des assistants psychosociaux, et des intervenants de terrain, on pense aux troubles post-traumatiques de l'enfant, on pense au traumatisme dans sa vie quotidienne, l'estime de soi qui est affectée, les fonctions corporelles qui sont affectées, les comportements d'évitement ou de contrôle. On pense aux symptômes intrusifs, d'évitement, les effets négatifs sur la pensée et l'humeur, l'altération de la vigilance et des réactions, la dissociation, et qui sont en effet des symptômes qui non seulement sont à prendre en charge pour ce qu'ils sont, mais qui sont aussi à prendre en charge pour leur capacité à se réintégrer d'un point de vue scolaire, formation professionnelle, etc. Alors, on est intervenu aussi, on a une grande dimension communautaire parce que les parents, c'est évident qu'ils doivent être accompagnés lorsque les enfants sont victimes de traumatisme. Souvent, la maman est traumatisée, souvent, elle ne sait pas très bien comment prendre en compte les effets du traumatisme sur l'enfant, ni comment soutenir l'enfant dans sa scolarité. Donc, on va intervenir dans les familles, auprès des mamans, leur faire de la psychoéducation, mais aussi, évidemment, auprès de l'enfant. Alors, ce qui est important, c'est que la communauté remette à la place l'enfant comme une victime dans ces contextes extrêmement vulnérables, de précarité extrême. Souvent, les leaders communautaires comme la communauté stigmatisent les enfants, stigmatisent les familles, si bien que les mamans, par exemple, qui ont été violées, qui vont mettre au monde un enfant né du viol, devra changer de village et essayer de passer inaperçu dans un autre village. Alors, pour nous, c'est très important d'organiser des ateliers de sensibilisation sur justement différents thèmes comme l'égalité des chances, comme la scolarité réussie et beaucoup d'objectifs de développement durable comme l'objectif numéro 4 qui est l'appui à la scolarité, l'enfant qui a droit à la scolarité. Alors, comme on a remarqué que les enfants de notre programme étaient les meilleurs à l'école, on a été heureux d'apprendre cette nouvelle, mais on a été très mécontents parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il faut avoir été né du viol ou victime de violences sexuelles pour être bon à l'école? Et donc, on a diffusé ces campagnes à la radio pour atteindre un maximum de gens et une population beaucoup plus large que notre population qu'on avait dans les villages dans lesquels on était. Et ça a bien fonctionné. Alors, on fait du plaidoyer et on a été notamment à la Cour pénale internationale pour que dans les réparations, les enfants puissent jouir non seulement
d'un programme en santé mentale, mais aussi d'une éducation et d'un programme qui les soutient au niveau scolaire. Donc, il ne faut pas penser qu'à l'aspect médical, il faut penser à l'école aussi, l'aspect psychologique et l'école. Alors, la santé mentale, c'est évident qu'un enfant qui a des troubles de stress post-traumatique, comme l'a expliqué Véronique, il ne va pas savoir se comporter déjà dans un groupe, il ne va pas savoir se concentrer. Il y a beaucoup de données scientifiques dont je pourrais vous parler à un autre moment, mais donc il faut absolument aider cet enfant à ne plus avoir ces symptômes de stress post-traumatique. Et aussi, c'est évident qu'un enfant qui peut à tout moment éclater, exploser parce que quelque chose lui rappelle le trauma, mais il risque à l'école de se faire battre, de se faire rejeter et de ne plus pouvoir suivre sa scolarité. Et donc, c'est important de prévenir l'enseignant, lui expliquer à quoi fait face l'enfant et comment mieux protéger l'enfant plutôt que de renforcer son traumatisme. Et l'école a un grand rôle pour stabiliser justement l'enfant. C'est une des premières choses qu'on dit aux parents après un traumatisme. Il faut absolument retrouver une routine rapidement. Et l'école va être un cadre sécurisant, un cadre où il va pouvoir acquérir des compétences orales, mais aussi écrites, où il va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit aussi. Et l'école sera un endroit où il peut avoir des amis, il pourra aussi avoir un soutien social, à savoir se faire des amis et ne plus se sentir seul. Alors, je vais brièvement vous raconter le cas d'Angèle, qui est une petite fille qui a été violée à l'âge de 3 ans. Angèle étant un nom d'emprunt. Et Angèle est arrivée dans notre programme après 3 ans après qu'elle ait été violée. Et elle allait très très bien au niveau physique, mais au niveau mental, ça n'allait pas. Elle avait des anxiétés terribles et elle n'arrivait pas à suivre à l'école et d'ailleurs se sentait elle-même tout à fait incompétente, mais était vue comme asociale et incompétente et avait des épisodes de dissociation. Et donc, au fil des 3 années de notre programme, non seulement Angèle s'est reconstruite et elle a pu ne plus avoir ces symptômes invalidants, et la psychoéducation auprès des parents, la sensibilisation auprès des enseignants l'ont soutenue. Elle a retrouvé le goût à apprendre, elle a confiance en elle. Et aujourd'hui, Angèle nous dit qu'elle veut devenir infirmière et elle a 16 ans aujourd'hui et qu'elle veut soigner les gens comme elle qui sont passés dans cette épreuve. Très très brièvement, vous comprenez pourquoi cette synergie pour nous est importante vu que toutes nos filles sont victimes de violences sexuelles. Donc on a vraiment voulu faire un travail de formation auprès des agents psychosociaux qui accompagnent les enfants qui ont été libérés, qui sont accueillis dans les centres qu'on soutient. Donc l'objectif, c'était vraiment de renforcer les compétences locales en matière de prise en charge des enfants sur les questions de psychotraumatisme liés aux conflits armés via des modules différents sur la thérapie brève et la méthodologie de suivi en particulier. Évidemment, ce public, c'était ces enfants accueillis dans nos centres ou éventuellement accueillis dans des familles d'accueil transitoires après leur libération. Et on a pu observer des résultats très probants en termes d'amélioration des pratiques d'écoute, de soutien, une meilleure coordination aussi entre les intervenants et un renforcement des capacités locales pour un accompagnement durable. Et donc voilà, on arrive avec ce constat que la formation des équipes soigne et protège les enfants et protège également les équipes qui les encadrent. Donc c'est un cercle vertueux. Je vous ai mis 3 petits témoignages rapides en fin de slide, mais je pense qu'on n'a plus tout à fait le temps de les repasser. On peut le faire si... Oui. Donc la psychologue qui témoigne, grâce aux formations, nous nous sommes sentis bien outillés pour gérer toute forme d'anxiété et de stress des enfants sortis de forces et groupes armés accueillis dans les centres et dans les foyers de jeunes autonomes. Un enfant bénéficiaire dont je n'ai pas mis le prénom pour protection de ses données. Nous nous sommes sentis en sécurité grâce au soutien des assistants psychosociaux alors que cela tirait partout dans la ville. Et le directeur du BVS, notre partenaire local, les activités de nos agents psychosociaux en ces moments difficiles nous ont apporté du soutien et du réconfort pendant cette période d'insécurité. Nous les remercions beaucoup. C'est aussi
ce que je tiens aussi à montrer vis-à-vis de ces 3 petits témoignages, c'est que le conflit s'intensifie, perdure, qu'on aurait tendance à se dire les ONG belges en particulier doivent se retirer du conflit, mais non, on voit que malgré cette période de conflit, on doit rester présent sur le terrain. Voilà. Merci pour votre écoute. OK, bonjour. Merci beaucoup. Je suppose qu'il y a des questions comme ça, de clarification à ce moment-ci. Caroline. En fait, une question que vous avez d'une certaine manière déjà posée. En fait, vous étiez surpris d'apprendre que les jeunes que vous aviez pris en charge ou que votre organisation était le meilleur à l'école. En fait, c'est un problème souvent, c'est-à-dire que les personnes qui présentent une problématique très, on pourrait dire, qui fait raisonner, qui fait choc un peu, que ça reçoit une aide, tandis que la population en général ne le reçoit pas. Et là, il y a une souffrance, on pourrait dire, silencieuse, qui est là tout le temps, d'autant plus que quand on parle de polycrise, toute la société est mise en question. Et donc, sujet de toutes ces difficultés. Et donc, comment, à partir de votre approche, vous pouvez peut-être conseiller de dire qu'est-ce qui peut être retenu, parce qu'on ne peut pas faire tout ce programme avec toute la population. Mais donc, qu'est-ce qui est, on pourrait dire, pertinent à peut-être reprendre à quelque chose de plus global et qui peut être intégré dans une approche organisée communautaire, pas spécialement, on pourrait dire, ciblée sur ces enfants-là. Alors moi, je pense que dans ces communautés, l'information est extrêmement importante parce que ce sont des communautés qui vivent encore avec des croyances ancestrales qui sont très limitantes. Alors, on ne vient pas là pour les changer, on n'a pas vocation à vouloir changer les communautés, mais en tout cas les informer. Et pour que l'information passe bien, pour que les canaux d'information soient les plus larges possibles, donc il y a la radio qui fonctionne très bien parce qu'en fait, la dame qui est au champ, elle a sa petite radio généralement près d'elle et souvent avec des interactions, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'appeler et de poser leurs questions. Et on a organisé des débats un peu à la française, mais entre guillemets, où il y avait des panels à la radio, des panels de gens avec des idées différentes, des leaders communautaires mêlés avec des gens de la société civile. Et donc, il y avait un débat avec des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord et les questions venaient effectivement renforcer ce débat et les croyances après qui sortaient de là. Bon, ça pouvait être, les gens pouvaient changer d'avis. On a fait aussi des petites campagnes vidéo sur différents thèmes sur l'égalité des genres, l'importance de l'école et sur aussi la santé mentale, que ne pas confondre un symptôme physique avec un symptôme de santé mentale, qui ont eu beaucoup de succès aussi et qui sont amenés à être partagés à un grand nombre. Pour le moment, elles sont à Ponzi, mais surtout, on peut les partager avec un grand nombre. Une question de clarification, oui. Je vais essayer de bien la formuler. En fait, je me posais la question parce que tout est toujours très culturel, encore plus quand c'est des questions sensibles. Et nous, Français, Belges, avons une vision des choses et souvent la santé mentale, c'est quand même très médicalisé et les systèmes de résolution de problèmes sont souvent pas les mêmes dans les communautés. Du coup, ça m'intéressait de savoir si dans la méthodologie que vous avez mis en œuvre, comment ça a été créé et comment ça se manifeste concrètement. Alors, c'est évident que quand on a rencontré le docteur Mukwege, la première chose qu'on a faite, c'est aller sur le village. Et ce n'est pas nous qui faisons les actions. On a recruté des intervenants de terrain qui sont issus des communautés
et qui connaissent bien leur communauté et qui peuvent les suivre sur du long terme, parce que le suivi d'un enfant, c'est sur du très long terme. Il y a plusieurs phases de développement qui doivent être passées avant d'être sûr que le traumatisme ne revienne pas. Il y a des degrés de latence. Parfois, un enfant a l'air d'aller très bien, mais en fait, quelques années plus tard, il explose. Et donc, en fait, c'était un principe de co-création avec les parents qui étaient déjà rassemblés en espèce d'organisation, association, pour leur dire, OK, maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin et comment est-ce qu'on peut agir? Et après, on a travaillé avec notre équipe locale pour savoir, voilà, on propose telle activité pour les plaines de jeux thérapeutiques, parce qu'on a les plaines de jeux thérapeutiques sont évolutives sur 3 ans, et comment est-ce que, dans le contexte congolais, on peut adapter ces jeux-là? Comment est-ce qu'on peut appréhender telle ou telle situation dans le contexte congolais? Et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup de travail aussi par le corps, par les rythmes, parce que c'est indispensable de les adapter. Et notre méthodologie, elle est scientifiquement validée parce qu'on prend des tests chez les enfants et on analyse les données avec l'Université de Liège et on fait des publications et on peut transposer ce modèle à d'autres contextes géographiques. Il suffit de, avec les équipes locales, réadapter de nouveau chaque activité. OK, bon, je pense que... Non, j'avais un complément d'information par rapport à la question précédente. Je ne sais pas OK, si on peut oui. faire un petit... Peut-être, et puis on va passer à la dernière partie qui est une question-réponse et un échange sur l'ensemble des 2 présentations pour avoir un peu de temps pour ça. Donc, dernière Oui, réponse. c'était concernant votre question sur qui peut-on accepter dans nos programmes. C'est quand même souvent problématique puisque nos centres ont des capacités limitées, par exemple. Or, on sait que si on propose à un enfant d'être accueilli dans un centre, d'être nourri tous les jours, d'être scolarisé ou de suivre une formation professionnelle, ça risque de créer un appel d'air, et pas tant qu'on n'a pas envie d'accueillir d'autres enfants vulnérables qui auraient tout autant besoin de cette aide. Mais force est de constater qu'on a une expertise sur des enfants en particulier. Et deuxièmement, on n'a pas une capacité énorme. Donc, on essaie de développer parallèlement d'autres solutions, comme des plaines de jeux, comme des accueils journaliers, enfin en journée et non pas oui, de manière pensionnaire, en effet. Donc, il faut trouver des alternatives pour répondre à ces besoins, à ces demandes spécifiques. Mais évidemment, ça demande toujours plus de financement. OK. Parfait. Merci beaucoup à Véronique et à Catherine pour ces sessions. Alors, on va passer actuellement à des questions-réponses. Donc, on a encore une question là, Madame a le micro, et puis après encore. Oui, on peut reprendre. Et l'idée un peu, c'est maintenant de, peut-être aussi avec l'apport de Dr Mifunu, de parler un peu de ce que peut-être aussi, ce qui vous est apparu comme commun dans ces 2 présentations. Évidemment, c'est toujours sur des groupes cibles très particuliers. La question de la santé mentale globale est une autre question sur la population. Mais en fait, c'est peut-être ça aussi des échanges un peu là-dessus. Ok, merci pour la parole accordée. Oui. Voilà. Ma question est de savoir par rapport à l'accompagnement des enfants victimes de violences sexuelles. Est-ce que vous avez fait face au refus de parents de donner l'accès à cet accompagnement-là? Puisque pour notre cas, par exemple, il nous arrive de recevoir certains jeunes qui ont subi des violences, mais qui sont un peu limités parce que, étant jeunes, ils ont besoin de l'autorisation de parents ou de l'accompagnement de parents pour bénéficier de certains services, les services juridiques, par exemple, ou autres services. Et donc, il y a des parents qui refusent carrément d'adhérer au fait à cet accompagnement-là. Pour certains, ils ont peur des représailles de bourreaux. D'autres encore, ils refusent que la communauté sache que leur enfant a été victime de violences sexuelles pour éviter la stigmatisation. Et donc, ma question est de savoir si vous avez rencontré des parents comme ça qui ont refusé. Je voudrais élargir un peu la question parce qu'en fait, ça permet aussi que Dr Mifunu peut intervenir. Comment, quand vous faites une intervention dans laquelle la famille est essentielle pour justement une évolution, et quand est-ce qu'il y a des résistances qui apparaissent
une fois. Et comment, en fait, vous envisagez ça? Comment vous faites ça? En fait, ça se passe pour les deux exemples, hein. Travailler avec des enfants qui souvent ont été exclus, qu'est-ce qu'on fait? Et là aussi. Donc, la question de l'accueil et du travail avec les familles, c'est une question essentielle. Bon, peut-être Mifundo peut dire quelque chose. Docteur Mofondo? Le monsieur de la communication m'avait dit qu'il y avait un problème de communication, donc peut-être il n'est pas là. Bon, Oui, oui, c'est une très bonne question, celle que vous posez, parce qu'effectivement, les enfants victimes de violences sexuelles sont sérieusement stigmatisés et les parents n'ont pas trop envie qu'on en entende parler. Ici, on était dans un cas très particulier qui sont les enfants de Kavumo. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameux cas de plus de 50 enfants de 0, parce qu'il y avait 8 mois quand même, un bébé de 8 mois qui faisait partie des victimes, et ils étaient passés par Panzi. Maintenant, il y a un grand nombre qui ne sont pas passés par Panzi non plus, et donc qui nous ont probablement échappé, mais on voulait se concentrer sur ceux qui étaient identifiés et, comme disait Véronique très justement, sur les vraies victimes aussi. Pour les enfants nés du viol, c'est aussi compliqué parce que c'est la même problématique et j'imagine que Véronique vous dira que c'est la même problématique pour les enfants soldats. C'est très compliqué pour les familles d'accepter de se dévoiler quelque part. Alors, c'est pour ça que nous, on a choisi de prendre des intervenants de terrain qui ont un rôle dans la communauté, qui connaissent les familles et qui peuvent discuter avec elles, et de faire une première approche qui était d'aller rencontrer les leaders communautaires, d'aller rencontrer les familles, pas moi évidemment, les intervenants locaux, et d'expliquer ce qu'on faisait. On ne vient pas apporter de l'argent, non, on vient pour aider en santé mentale. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale alors qu'on n'a pas un sou pour donner à manger à nos enfants? Alors pourquoi est-ce que ça peut permettre d'obtenir justement un sou pour donner à manger à les enfants? Donc c'est un travail de longue haleine qui nous a pris plus d'1 an pour commencer le premier programme qu'on a eu. Une fois qu'on était bien impliqué dans les communautés, on a pu suivre avec les autres programmes, mais c'était un travail de longue haleine et on a besoin des leaders communautaires avec nous. On a besoin des parents avec nous. Généralement d'ailleurs, dans ces cas de figure, les papas ne sont plus là. Concernant les enfants soldats, on est dans un séquençage, je plus sois tout ce que tu viens de dire, mais le séquençage est différent puisque les enfants ont déjà quitté la famille et la communauté, vu qu'ils ont été recrutés, ils ont rejoint volontairement ou de force un groupe armé. Donc on est dans un séquençage différent. On a dans nos centres des enfants qui viennent d'être libérés. Ils peuvent être accueillis dans les centres de 3 à 6 mois. Et puis après, parce que telle est la loi congolaise, ils doivent être au plus vite réintégrés au sein de leur communauté et de leur famille. Et donc, nous, ce travail-là de sensibilisation des leaders communautaires, des familles, des mamans, des papas, des frères et sœurs, il arrive à ce moment-là, en fait. Et c'est vrai qu'on constate une plus grande difficulté à réinsérer les filles, et surtout les filles mamans, quoi. Ça, c'est vraiment le travail le plus difficile. Et comme tu le disais très bien, c'est très important qu'on arrive avec une solution socio-économique, quoi. Elle doit avoir suivi une forme, ou elle doit vouloir s'inscrire dans une formation professionnelle de laquelle elle va tirer un revenu pour que elle ne soit pas, avec son enfant, une charge supplémentaire pour la famille. Donc il faut arriver avec des solutions très concrètes et il y a tout un travail en effet de sensibilisation faite par les acteurs de terrain, pas nous. À qui puis-je donner la parole? Peut-être d'abord à une autre personne, s'il y en a d'autres. Comment je peux demander la parole? Qui a envie de réagir, de donner un commentaire. Je pourrais réagir, voilà, Jacques? pas seulement une question. Oui. Professeur Jacques, je peux intervenir? Pour faire le genre de travail que vous faites, Jacques? il faut des moyens financiers, beaucoup de moyens financiers pour faire de bon travail. Comment vous faites? En effet, ça demande beaucoup de moyens financiers, surtout, on l'a évoqué toutes les deux, c'est vraiment un travail de long terme. On sait très bien que beaucoup de bailleurs n'aiment pas soutenir les organisations sur des aussi longues durées. Nous, en ce qui nous concerne, c'est le nombre qui est réduit.
On ne sait malheureusement pas faire des quantités incroyables d'enfants. On travaille sur voilà, des groupes d'enfants. Donc, on doit faire passer la qualité avant la quantité. OK. Ouais. Merci beaucoup. En fait, ma question, c'est un peu sur la formation, parce que je comprends bien que c'est des acteurs de terrain qui interviennent. Et souvent, enfin moi, dans les pays sur lesquels que je couvre, la formation est très faible, surtout sur des thématiques qui sont récentes. Et ça pose toujours, pour moi, hein, des problèmes de do no harm. Comment on fait de ne pas faire du mal, qui est un principe humanitaire, de ne pas faire plus de mal en faisant une action. Et sur des sujets tellement sensibles, j'imagine que ça demande une formation conséquente quand même. Du coup, ça m'intéressait de savoir un petit peu voilà, quelle durée de formation vous aviez pour ces partenaires locaux et dans quelle mesure vous preniez en compte le ne pas faire de mal. Merci. Alors, ne pas faire de mal, c'est un de nos principes de base. Si vous allez sur notre site internet, vous verrez Do No Harm, c'est notre principe de base. Maintenant, Do No Harm, honnêtement, on a probablement fait du mal dans ces communautés parce que les intervenants de terrain sont peu outillés, on les supervise vraiment très régulièrement. Est-ce qu'on arrête notre formation? Non, jamais, parce que c'est une formation de répétition, parce qu'il y a toujours des nouveaux cas cliniques qui arrivent. Et donc, nous, on est là avec l'Université de Liège en visio régulièrement dès qu'un problème se pose. Et par exemple, je sais qu'à un moment donné, il a été question du pardon, des croyances religieuses des intervenants. Ça n'a rien à voir avec la psychologie ni la psychothérapie. Donc faire comprendre à l'intervenant que ce sont deux métiers différents, c'est très très compliqué. Donc c'est vraiment de la répétition et la formation en tout cas sur du long terme tant que notre programme existe, et garder son équipe, surtout garder son équipe qui est bien formée et qui peut intervenir ailleurs. Docteur Mifundo, vous êtes là. Je ne sais pas, vous avez entendu les questions, les interventions qui étaient sur, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que vous faites avec les moyens réduits dont vous disposez? Et deux, la formation, comment se fait-elle pour les intervenantes qui sont directement en contact avec ces jeunes? Ok, je vais peut-être revenir un peu en arrière par rapport au travail avec les familles. En fait, le travail avec les familles, c'est une étape assez importante parce que ce sont des enfants qui ont été victimes de plusieurs traumatismes. Par exemple, pour les cas que les enfants que nous venons d'exposer, ce sont des enfants qui sont partis de leur maison parce qu'ils ont été victimes de traumatismes et qui se retrouvent dans un nouveau milieu. Et ce nouveau milieu, ils doivent repartir dans leur famille, donc ils devront rompre les nouveaux liens qu'ils ont établis avec ces éducateurs, avec les autres enfants, avec le milieu scolaire quand ils ont été scolarisés. Eh bien, donc, c'était un travail de dure haleine. Qu'est-ce que nous faisions? Eh bien, le premier moment, c'est d'établir, d'identifier, de retrouver d'abord la famille. Et quand on retrouvait la famille, eh bien, il y a plusieurs entretiens qui étaient dirigés vers eux, en fait, pour leur dire que d'abord, votre enfant est chez nous, parce que parfois, pour certains parents, ils ne savaient pas là où se trouvait leur enfant, que votre enfant est chez nous, et on leur parlait de ce qu'il faisait chez nous. Quand il était à l'école, on leur disait qu'il était déjà à l'école et qu'il avait passé, par exemple, la première année pour la deuxième année, il avait déjà réussi les études. Et après qu'on ait établi cette confiance, eh bien, on leur invitait de venir au centre et rendre visite à leur enfant. Quand ils ne voulaient pas, eux, eh bien, on négociait un rendez-vous si eux pouvaient accepter que leur enfant vienne leur rendre visite. Et dans le deuxième cas, quand ils acceptaient, eh bien, quand l'éducateur
aller avec l'enfant. C'était un enfant qu'il aurait trouvé différent, qui était bien habillé, bien peigné, bien habillé, avec une bonne présentation, un bon état nutritionnel. Et parfois, ils acceptaient qu'ils viennent au niveau du centre. Et quand ils venaient au niveau du centre et au cours des entretiens, eh bien, on s'est rendu compte qu'eux-mêmes aussi étaient victimes de traumatismes, qu'ils ne vivaient pas facilement cette séparation avec les enfants. Donc, bref, il y avait un travail de très, très longue haleine qui se faisait et la préparation de l'enfant pour qu'il puisse revoir ses parents. D'ailleurs, il y a un cas d'un enfant, quand il est rentré à la maison, eh bien, il s'est mis à pleurer parce que les conditions qu'il avait retrouvées là-bas n'étaient pas les mêmes que les conditions dans lesquelles il vivait dans le centre d'hébergement. D'ailleurs, ça pose même un problème lors de la réinsertion parce que ce sont des enfants qui ont été vécus dans des situations. Attendez, ben, il ne m'entend pas. Oui, je pense qu'il faut résumer parce qu'il y a peut-être encore une autre réaction et on doit Voilà. tout Donc, à l'heure un peu bref, arrondir un peu notre échange. le plus grand problème de la réinsertion, peut-être résumer les derniers mots. voilà. Le plus grand problème de la réinsertion, c'est que ces enfants, par exemple, ceux qui ont été pris en charge, c'est qu'ils ont vécu dans des conditions différentes des conditions de la maison et qu'il faut préparer aussi ces deuils de séparation. Alors, par rapport à qu'est-ce qu'il y a de commun avec nos collègues qui viennent de présenter, c'est que nous avons travaillé tous sur les enfants qui ont été victimes de situations traumatisantes et qui continuaient à les vivre et qui risqueraient même de les revivre encore quand ils sont pris en charge. Et l'éducation, parce que ce sont des jeunes, et ce sont des enfants, en fait, il faut les préparer et la scolarisation est un outil assez important en fait, on les préparait à ce qu'ils reprennent les études et, parce qu'en même temps, ils recevaient une éducation scolaire, en même temps, ils recevaient une éducation de la vie. Donc, qui a encore une madame? Oui. Merci. Oui, merci beaucoup et bravo pour le travail remarquable que vous effectuez au quotidien. C'est hyper important. Je suis vraiment impressionnée, donc bravo. On parlait du retour à l'école et de la rescolarisation après justement ces traumatismes. Je voudrais mettre en avant le rôle des enseignants et des enseignantes et savoir un peu le travail que vous avez effectué, si vous l'avez effectué, dans la préparation de ce retour à l'école des enseignants. Et dans d'autres contextes aussi, on peut même parler de travail sur la santé mentale des enseignants eux-mêmes, qui sont aussi des premières victimes. Nous, en tant qu'Enabel, je travaille pour Enabel, je suis experte en éducation pour Enabel. On travaille dans le contexte du Sahel et notamment au Burkina Faso, où on a beaucoup de déplacements et beaucoup d'événements sécuritaires, dont les enseignants et les enseignantes sont les premières victimes. Et donc, est-ce que vous avez aussi des actions qui travaillent sur la santé mentale des enseignants eux-mêmes et sur leur préparation au retour à l'école d'enfants qui ont vraiment été marqués par des traumatismes post-conflit ou autre? Comme je l'ai expliqué dans le programme, c'est un de nos axes d'intervention qui est essentiel parce que, comme vous dites très bien, l'enseignant, il est lui-même traumatisé, ce que Véronique a appelé le traumatisme vicariant, le traumatisme secondaire. Et pour éviter le traumatisme secondaire, il faut outiller les enseignants, les informer, il faut qu'ils aient des connaissances pour savoir comment gérer un groupe d'enfants ou un enfant qui présente des symptômes de stress post-traumatique, à savoir l'enfant qui tout d'un coup explose au milieu d'une classe ou l'enfant qui est tout à fait inactif, fermé, shut down. Ça s'accompagne et ça s'accompagne d'une certaine manière et certainement pas d'une manière violente. Donc, on a organisé des ateliers pour eux avec un pédagogue local et on a pu voir des différences de comportement parce qu'il y avait des enfants qui avaient été rejetés en dehors de l'école, si pas battus à certains moments, alors que c'était des enfants qui n'étaient déjà pas bien à la base.
Vous? Ouais. Oui, c'est évidemment un axe primordial, comme tu l'as très bien expliqué, je vais pas paraphraser, mais on sent quand même un certain frein de la part des étudiants, des enseignants d'accueillir les enfants sortis des forces et groupes armés dans leur classe. Ils sont déjà dans des conditions qui sont parfois excessivement compliquées, des salaires qui sont payés pratiquement au lance-pierre, oui. Et donc, ils n'ont pas envie de se rajouter cette difficulté. Ces temps-ci, on a eu aussi affaire à beaucoup de déplacements, comme vous l'avez expliqué. Et donc, voilà, c'est quand même un gros sujet de venir sensibiliser les enseignants et de leur faire admettre qu'ils vont avoir dans leur classe des enfants avec des comportements compliqués et de leur expliquer comment réagir dans ces cas-là. Nous, c'est probablement une petite faiblesse, on n'accompagne pas ces enseignants dans leurs propres problématiques. On vient plutôt apporter des solutions pour les enfants, mais c'est vrai que ce serait probablement très important de le faire. Je peux peut-être donner aussi une réponse à partir d'une expérience propre qui est aussi située à Kinshasa et qui a été... Et en fait, nous avons formé tout un nombre de personnes qui appartenaient à des organisations locales dans lesquelles ils permettaient justement d'aller à la rencontre des enfants exclus, des enfants sorciers, des enfants de rue, mais aussi d'aller travailler avec la famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? En fait, parce qu'on ne parle pas assez, on pourrait dire, de ce qui peut causer justement ces exclusions. Évidemment, c'est très concret quand il y a une violence de guerre, etc., qui intervient. Mais par exemple, pour les enfants soldats, souvent, il y a des enfants qui quittent aussi et qui s'engagent, qui sont prêts à s'engager. C'est une manière aussi de partir, de survivre une situation familiale qui est extrêmement difficile. Donc là, il y a un travail de faire avec la famille et qui ne vise pas directement la réinsertion, mais peut-être une sorte de nouvel équilibre dans lequel le lien des enfants avec leurs origines ou des membres de la famille ou avec leur réseau, leur communauté est possible. Et c'est ça une approche qui ne vise pas que ça doit être intégré, mais qu'en fait, comment ces jeunes peuvent se retrouver et peuvent établir une vie avec d'autres plus ou moins équilibrées. Donc, c'est très difficile de... Et donc, pour la formation des personnes qui interviennent, une des choses, c'est justement qu'est-ce qu'eux-mêmes vivent dans ce contact avec ces enfants et avec ces familles. Parce que souvent, la première réaction, c'est qu'ils sont rejetés. Hein, parce que la solution qu'ils ont, exclusion, s'auto-exclure, évidemment, quand on arrive là, parce que quelqu'un qui veut éventuellement intervenir, il dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est notre affaire, ce n'est pas votre affaire. Donc, il faut trouver des moyens pour avoir accès à la famille et donc aider les gens en formation de vivre un peu cette expérience, de pouvoir en parler en groupe. Et par exemple, une des choses qui était souvent dit, quand, par exemple, quelqu'un, un ancien enseignant qui fait partie de ces personnes en formation, quand il s'adresse à un enfant de rue, en fait, il a peur d'être ensorcelé. Même s'il sait, s'il a fait une formation, il y a encore une croyance interne qu'on peut être ensorcelé. Et que peut-être ce jeune, s'il le touche, s'il écoute, peut être ensorcelé. Donc, il y a tout un travail aussi avec des personnes qui font, que ce soit du côté de la santé, mais que ce soit du côté de la communauté, de faire un travail qui permet justement de faire ce travail qui va au-delà d'une simple aide humanitaire. C'est pour ça qu'on parle d'approche holistique d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà. Ah oui, peut-être, oui. Je voulais savoir, dans l'accompagnement du coup des enfants, petits garçons et petites filles, est-ce que vous adoptez une perspective de genre dans l'approche que vous mettez en place et comment ça se traduit? Oui, alors nous, il y a 2 centres différents déjà, un centre filles, un centre garçons, parce que les besoins et les spécificités doivent être rencontrés. Donc c'est très clair en fait. Ne reçoivent pas les mêmes soins les filles et les garçons. Ça se voit de manière très évidente. Déjà, ne fût-ce que parce que la plupart de nos filles sont mamans.
Donc, la manière d'accompagner et d'accueillir est déjà très, très différente. L'ensemble des filles qu'on accueille dans les centres sont prises en charge une partie du temps par le service de violences sexuelles de l'hôpital de Panzi. Elles y sont référées et donc après elles ont un processus d'accompagnement. Enfin, quand elles reviennent dans les centres, elles ont avec elles un processus d'accompagnement. Et sinon, les deux groupes, et ça de manière relativement égale, reçoivent de l'éducation à la vie sexuelle et affective, puisqu'on a affaire chez les filles à des victimes de violences sexuelles et chez les garçons à la fois des victimes de violences sexuelles, mais aussi non, oui, né du viol, mais le nom m'échappe. Perpetrators. Les coupables de violences sexuelles, oui, c'est ça. Donc, il faut travailler sur ces Les questions-là. survivants. C'est Les survivants. Les survivants de deux violences sexuelles. cibles très différentes, mais qui doivent en fait collaborer au sein d'un même groupe pour comprendre. Il faut savoir que les petits garçons qui ont commis des violences sexuelles ont souvent été obligés aussi de les commettre ou les ont commises dans des conditions particulières, d'embrigadement, etc., à la masculinité toxique et négative. Donc voilà, il faut travailler tout ça avec les groupes d'enfants. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors de notre côté, clairement, nos groupes qu'on prend en charge, ce sont des groupes de filles, hein, puisque ce sont des filles, en règle générale, qui ont été victimes de violences sexuelles ou qui ont donné naissance à des enfants nés du viol. Par contre, les enfants nés du viol, ce sont des filles et des garçons. Alors, comment est-ce qu'on agit? On les prend ensemble dans la plaine de jeu thérapeutique et on leur apprend aussi à se respecter l'un l'autre dans leur individualité, dans leurs différences. Ça fait partie du programme et ça fait partie aussi des actions qu'on mène et des jeux qu'on mène avec eux, des activités qu'on mène avec eux. Alors, pour la campagne de prévention, alors là, on essaie d'avoir un maximum de papas, de mobiliser les papas. Malheureusement, ça passe souvent par un FANTA ou le paiement d'un moyen de transport pour essayer d'avoir un groupe mix. Force est de constater que nous avons beaucoup plus de mamans que de papas. Alors, notre intervention auprès des leaders communautaires est toujours dans ce sens-là aussi, comment impliquer les papas, comment faire en sorte qu'il y ait un respect et une égalité des genres qui soient mieux respectés. Et ça, c'est nos campagnes aussi à la radio et en vidéo. Merci. Oui, Stéphane. Si personne d'autre veut le micro, je me permets. Oui, vas-y. Deux petites questions. Ça fait, si j'ai bien compté, 10 ans que vous êtes à Panzi. Est-ce que vous avez fait un suivi longitudinal de vos cas? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que vous avez quelque part des informations là-dessus? Et deux, est-ce que vous parvenez à les intégrer dans un système thérapeutique ou préventionnel comme coach, comme animateur dans des groupes de conversation transformatrice? Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est ça surtout ma Oui, première. alors qu'est-ce qu'ils deviennent? C'était justement la question du docteur Mukwege, ça me fait sourire que vous la posiez. Alors justement, ces enfants, on n'a pas encore suffisamment de recul puisqu'on les a pris très très jeunes. Parce que quand il y a une histoire traumatique, plus jeune vous prenez l'enfant, mieux il a des chances de s'en sortir. Et donc, les enfants pour le moment sont scolarisés pour la majorité et il y en a quelques-unes qui sont déjà suffisamment grandes et qui sont elles-mêmes mamans. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous donne justement la visibilité sur, tiens, est-ce qu'elles ont réussi à avoir des enfants? Comment est-ce qu'elles se débrouillent avec leurs enfants alors qu'elles ont été victimes de violences sexuelles? Pour les enfants nés du viol, on n'a pas encore le recul de ce qu'ils vont devenir parce qu'ils sont encore trop jeunes. Je crois le plus grand a 12 ans. Donc là, on ne peut pas encore dire ce qu'ils vont devenir. Par contre, ce qu'on sait, et c'est que maintenant, il y a eu quand même beaucoup de conflits et d'insécurité à Bukavu et dans les villages dans lesquels on est, à savoir Bunyakiri et Kavumo, et que les enfants qui ont suivi notre programme, ils vont bien. Ils vont bien. Alors évidemment, c'est l'observation clinique des intervenants de terrain qui sont sur place, qui connaissent les enfants, mais il faudra certainement entreprendre de les revoir dans leur famille et de les retester. On a une petite application qu'on a faite maintenant dans laquelle on a mis des tests psychométriques
qui permet d'évaluer facilement cet enfant sans que ce soit trop contraignant pour lui et pour les intervenants de terrain régulièrement, avec un petit avatar qu'on a appelé Cookie. Et donc, avec cette application, les intervenants de terrain peuvent facilement aller retester chaque enfant et voir, OK, est-ce qu'ils sont vraiment stables ou est-ce qu'on a besoin d'intervenir à nouveau? Est-ce que j'ai répondu à... Vous gardez le contact On regarde, voilà, on fait un programme de 3 ans et puis annuellement, on essaie de retester les enfants ou en tout cas d'avoir une observation clinique. Et c'est pour ça qu'on a pris des intervenants de terrain qui habitent dans les villages. C'est souvent discutable, hein, parce que parfois on dit c'est mieux de ne pas prendre, de prendre des personnes extérieures. Nous, on a fait ce choix consciemment de se dire, mais comme ça, quand on n'est plus là, les intervenants sont encore là, ils ont les numéros de téléphone. S'il y a un problème dans une famille, ils peuvent aller se référer à l'intervenant qui est dans le village et éventuellement, si c'est un gros problème, nous rappeler pour qu'on puisse en discuter avec les intervenants de terrain, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ok, je pense que maintenant on peut vers la fin, on a encore quelques minutes. Carmel pourrait un peu réagir un peu de ce... Hein, comment? Ça s'adresse à Dr Moufoundou, mais aussi les enfants soldats. Par exemple, je ne dis pas que c'est la généralisation, mais il y a beaucoup d'enfants, on se débarrasse d'eux pour avoir des bouches à nourrir en moins, Oui. ou je ne sais pas, où le papa, la maman est morte, le papa s'est remarié, la belle-mère n'aime pas les enfants, et on les accuse d'être des enfants sorciers. Alors, quand on essaie de faire revenir ces enfants à la maison, je vois mal les parents être enthousiastes d'avoir de nouveau une bouche en plus à nourrir alors qu'eux-mêmes, ils n'y arrivent pas. Comment est-ce que vous abordez cette situation? Vous posez la question à moi, au docteur Mifondo. En fait, ce n'est jamais seulement ce problème-là. Il y a toujours à côté on pourrait dire, de la situation économique dans la famille, il y a toujours des enjeux. Quand il y a un nouveau mariage, par exemple, c'est toujours une question qu'un enfant d'un premier mariage est sous le risque d'être exclu, parce que la deuxième femme ne veut pas que, en fait, voilà. C'est des compétitions, c'est des rivalités, c'est des conflits au sein des familles qui ne sont pas seulement liés à la question on pourrait dire, des besoins de manger. Hein. Et la question est alors, donc, comment on peut approcher ces questions-là? Et donc, il faut souvent la coopération d'un ami de la famille, de quelqu'un qui connaît la situation, qui est un ami, qui est un autre membre de la famille un peu plus loin, qui permet qu'il sert un peu comme médiateur pour que l'intervenant puisse, avec la famille et l'enfant, commencer à réfléchir, à parler de leur expérience avant l'exclusion. Qu'est-ce qui s'est passé, comment, etc. Et ça ne marche pas toujours, mais si on prend le temps, on peut arriver à ce que la famille découvre, et l'enfant aussi, que peut-être ils ont un intérêt à ce que ce lien ne soit pas coupé. Et comment ils pourraient continuer à l'avoir? Peut-être l'enfant va loger chez un oncle, l'enfant va de temps en temps revenir, la famille ne va pas l'accepter d'une certaine manière. Donc il y a un travail de transformation au sein des liens transgénérationnels à faire. Et cette compétence, c'est une compétence psychothérapeutique que, d'une certaine manière, on peut apprendre, mais de manière, on pourrait dire, simplifiée, pas que ce soit une psychothérapie de longue durée, mais vraiment un travail familial de changement. Donc, mais donc, la question financière est là. Mais donc, elle ne sera pas résolue parce que ce n'est pas seulement une question de bouche, du nombre de bouches. C'est jamais que ça. Bon, voilà. Parfait. Carmel va dire un peu ses propres impressions. Est-ce que je peux, Jacques? On vous écoute. Je peux, Jacques, par rapport à ça? Oui. Une minute, hein, parce qu'on va finir à 5 heures. Il y a la dernière partie qui arrive. Je pense que vous pouvez y aller, docteur Mifundou. Allez-y. OK. En fait, la réinsertion, c'est un travail d'abord, il faut une préparation à la réinsertion. En fait, chez nous,
il n'est pas indispensable que l'enfant revienne dans sa famille nucléaire. C'est au cours de la préparation de cette réinsertion que nous identifions finalement qui peut recevoir cet enfant. Et il est arrivé d'ailleurs assez fréquemment que les parents ne soient pas souvent prêts à recevoir cet enfant, malgré un travail assez ardu qu'on fait. Donc, et là, nous recherchons souvent dans la famille élargie d'autres personnes. Souvent, on recherche là où l'enfant, les personnes avec qui l'enfant a eu à établir des relations assez favorables avant même qu'ils viennent dans la rue ou qu'ils viennent dans la structure de prise en charge. C'est après avoir identifié la personne susceptible de bien de la prendre en charge, après l'avoir préparé, que finalement cet enfant est orienté vers là. Et si il arrive que le parent soit favorable et que c'est la situation plutôt socio-économique qui vient en premier, eh bien, il y a de petits filets de réinsertion. Donc, il y a un petit, il y a un appui qui est décidé au cas par cas et parfois, il arrive même qu'on forme les parents à une petite activité génératrice de revenus. Donc, le choix du lieu de réinsertion n'est pas automatiquement la famille nucléaire, mais plutôt au cours du travail de préparation à la réinsertion, on identifie la personne qui peut réellement continuer à vivre avec cet enfant. Pour autant que, comme on l'a dit, le phénomène d'enfant sorcier est un phénomène assez important. Donc, on identifie la personne dans la famille, dans la grande famille, on identifie la personne qui est susceptible de prendre cet enfant. Sinon, au cas contraire, si surtout pour les jeunes, on peut l'installer en autonomie. On peut l'installer aussi, on les a parfois installés en autonomie. Merci beaucoup. Carmel, avant de finir, peut-être quelques impressions de notre session. Alors, pour ma part, étant moi-même issue de ce pays de multicrises, donc c'est un sujet très intéressant et surtout le travail qui est fait est vraiment un gros travail. Merci beaucoup. Merci, Dr Moufoundou également. Et merci, Dr Jacques. Parce que je pense qu'il faut des personnes dévouées pour faire le travail que vous faites. C'est pas facile tous les jours, mais voir votre passion, moi, m'encourage beaucoup, surtout dans mon projet qui s'aligne plus ou moins à ce que vous faites déjà. Donc, moi, je viens combler le trou au niveau de vraiment sensibiliser la communauté, faire ce travail avec la communauté pour qu'on puisse enfin comprendre que la santé mentale, c'est pas juste une question de sorcellerie, de magie ou de je ne sais quoi comme hypothèse qu'ils peuvent mettre, mais c'est vraiment c'est un besoin en fait fondamental en fait. Sans la santé mentale, je pense qu'on peut rien faire. J'en discutais tout à l'heure avec Sharon justement de la VVOB. Et c'est très intéressant de se rendre compte qu'en fait la santé mentale est importante. C'est le squelette même de notre vie. Si on ne va pas bien mentalement, on ne sait rien faire pour la suite. Et ce que j'ai considéré également avec toute cette journée que j'ai passée aux côtés des personnes très, très inspirantes, qu'en fait, l'éducation et la santé mentale sont des leviers essentiels pour la résilience individuelle, mais aussi collective, en fait. Et donc, sans quoi, on peut clairement rien faire. Donc, les mots me manquent pour vraiment exprimer tout ce que vous m'avez apporté ici aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de notes. Donc, je relirai tout ça avec beaucoup de rigueur. Et merci. Merci à vous, les participants, à toutes personnes qui sont ici. Merci de nous avoir accordé votre temps. Bicozelt tient également à remercier ses partenaires, membres, les intervenants pour votre soutien et votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée.